Binge Audio présente Le gros porc puant d'Harvey Weinstein. The Predator. Monstrous. Freaking wrong. Shock. Disgusting. Unacceptable. A sexual predator. Indefensible. Un ogre. Just sick. Creepy. Violeur. Awful. Dinosaur. Un gros porc. Disgusting. Immoral. Pervers. Pathetic. Horrific. Disgusting. Salut, c'est Thomas Rozek. C'était il y a un an tout pile, autant dire une éternité. Le 11 mars 2020, l'ex-producteur hollywoodien Harvey Weinstein écopait de 23 ans de prison à l'issue de son très médiatique procès à New York pour les agressions qu'il a fait subir à Mimi Alehi et Jessica Mann. Un verdict net et précis qui vient clore une procédure pas comme les autres, dont on vous avait à l'époque raconté les détails vus de l'intérieur, ce que je vous propose de refaire là tout de suite avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Dear Harvey, no matter what lies you tell yourself, you did this. Today, Lady Justice is staring down a super predator. You thought you could terrorize me and others into silence. You were wrong. We rise together. Pour nous faire revivre en détail les étapes du procès Weinstein, j'avais à l'époque appelé ma consoeur Clémence Michalon. Elle est journaliste culture à New York pour le quotidien britannique The Independent et elle a suivi les débats à l'audience. Je lui avais donc demandé de nous raconter pour démarrer l'ouverture de ce procès. En fait, c'est assez intéressant. C'est un procès qui a démarré 2 fois, en quelque sorte. Parce qu'il y a eu l'ouverture, entre guillemets, officielle. C'était le 6 janvier. C'était vraiment la première fois qu'il y avait la première réunion au tribunal. Et après ça, la sélection du jury a démarré. J'étais devant le tribunal ce jour-là et c'était très effervescent et très tendu. Alors Weinstein est arrivé, c'était assez rapide, on l'a presque pas vu dehors, c'était vraiment quelques secondes le temps qu'il rentre. En revanche, il y a eu plusieurs femmes, dont Rosanna Arquette et Rose McGowan, qui font partie des femmes qui se sont beaucoup exprimées à propos de Weinstein, qui ont fait une conférence de presse ensemble à l'extérieur. Donc il y avait vraiment une espèce de... c'était ce moment-là, dans le discours collectif, que le procès a démarré. Et ensuite, donc, il y a eu la sélection du jury, ça a pris environ 2 semaines, ce qui est assez long, en fait, par rapport aux normes du droit pénal américain. Le vrai début, entre guillemets, du procès, ça a été le 22 janvier. Et moi, c'est ce jour-là, j'étais également au tribunal. Alors, pour le coup, cette fois-ci, j'ai réussi à aller à l'intérieur. C'était une journée très typique d'un gros procès américain, au sens où, moi je sais, je me suis levée à 4h du matin pour être devant le tribunal à 5h50, avec des petites chauffettes dans mes chaussures et dans mes gants, parce que c'était quand même janvier à New York, donc il faisait proche de 0, peut-être en dessous de 0. Et il y avait tous les journalistes en fait qui faisaient la queue à l'extérieur, puisqu'il y avait un nombre de places assez limité à l'intérieur. Si je me souviens bien, c'était 100 personnes au total, 70 journalistes, et 30 membres du public. Et 70 journalistes, on imagine bien, il y avait des médias du monde entier, quoi, qui avaient envoyé des correspondants. Et donc, c'est pour ça qu'on commençait à faire la queue très, très tôt. Et puis voilà, on se relayait et tout. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. On peut peut-être revenir un instant avant de parler de la vraie première journée d'audience, à partir du moment où le procès s'est vraiment mis en place, sur un élément que tu as évoqué à l'instant, qui est la sélection des jurés. Peut-être déjà on peut expliquer brièvement, parce que c'est très différent de la France pour le coup, c'est un vrai processus de la justice américaine qui fait que l'accusation et la défense peuvent choisir, en fait, faire une sélection au sein d'un pool de jurés. Oui, complètement. En fait, c'est vraiment un processus très important. D'ailleurs, ici, les gens en parlaient avec beaucoup de passion, quoi. Tout l'enjeu, donc, était de trouver... Donc, il y a 12 jurés. Tout l'enjeu était de trouver donc 12 personnes qui pouvaient juger l'affaire de façon neutre. Et vraiment, c'est très différent du système français parce que le verdict repose entièrement sur ces 12 personnes. Et donc c'est un peu vertigineux. Enfin moi ça me laisse toujours un peu rêveuse parce que d'un côté donc on dit toujours, c'est l'expression ici, on est jugé par un jury de ses pairs. Donc l'idée c'est vraiment on laisse la justice au peuple. Dans les faits ça veut dire que voilà on a 12 personnes. Alors moi j'avais parlé avec une procureure à propos de ce processus-là. Elle m'avait dit l'idée c'est pas dans un cas aussi public que celui de Weinstein. L'idée évidemment c'est pas de trouver
les 12 personnes dans l'État de New York qui n'ont jamais entendu parler du cas, parce que c'est juste impossible, mais de trouver 12 personnes qui disent pouvoir faire preuve d'impartialité et respecter la loi. Et donc, ce sont 12 personnes qui vont être briefées par le juge. On va leur donner une espèce de petit cours de droit en accéléré à plusieurs reprises au cours du procès pour vraiment leur expliquer ce qui est en jeu, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et alors moi, quelque chose qui m'a marqué, j'étais loin d'être la seule, c'était vraiment quelque chose que plusieurs personnes ont remarqué, c'est que donc 12 personnes, on avait l'occasion d'avoir une parité impeccable au sein du jury, et ça n'a pas été le cas. Il y avait 7 hommes, 5 femmes. Tout l'enjeu pour la défense a été de limiter justement le nombre de femmes au sein du jury, surtout le nombre de femmes qui pouvaient potentiellement ressembler aux victimes d'Harvey Weinstein, alors à savoir des femmes blanches d'une trentaine, quarantaine d'années. Oui, alors c'était assez intéressant parce que justement il y a eu, je crois que c'était l'accusation qui a dit pendant une des sessions au tribunal, oui mais la défense fait exprès de retirer du jury toutes les jeunes femmes. Et la réponse de la défense, c'était de dire non, mais pas du tout, on n'a rien contre les jeunes femmes, simplement on veut des gens au sein du jury qui comprennent comment les relations entre les hommes et les femmes se passaient à l'époque des faits reprochés. C'est une réflexion assez intéressante. Tu l'as mentionné, donc l'accusation et la défense peuvent effectivement s'opposer à la présence de certaines personnes au sein du jury, donc des jurés potentiels. Il y a un nombre d'opportunités limitées pour vraiment renvoyer des jurés chez eux sans motivation. Tant que ces oppositions sont motivées, si je ne dis pas de bêtises, il y a un nombre illimité. Si on en revient à la première véritable journée d'audience, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Comment le procès s'est enclenché, s'est mis sur ses rails une fois justement le jury sélectionné et que la procédure a pu vraiment démarrer? Alors moi, mon souvenir, ça a démarré sur les chapeaux de roue, quoi. Vraiment, le tribunal ouvre ses portes vers 9h. Alors, il faut un peu de temps pour que la machine se mette en route, mais il me semble qu'aux alentours de 10h, on y était, quoi. Donc, Weinstein a fait son entrée. Alors, pour le coup, il n'est pas arrivé dans la salle d'audience avec son déambulateur qu'on a beaucoup vu sur les marches. Il a essayé de marcher sans aide. Moi, je me souviens qu'il a failli tomber, en l'occurrence. Il a dû se rattraper à quelqu'un, quoi, qui était près de lui. Et, d'un point de vue plus technique, donc, l'accusation a démarré. Avec ce qu'on appelle les opening arguments. Et donc, en fait, l'accusation donne une espèce de plan de sa stratégie, de son approche pour les jours à venir. Et donc, c'était une procureure qui a parlé et elle pointait Weinstein du doigt, elle le qualifiait de prédateur, elle essayait vraiment de retenir l'attention du jury. Puis dans l'après-midi, il y a eu la réponse de la défense qui a donc également annoncé la couleur. On a beaucoup parlé d'un personnage central dans ce procès, forcément, c'est le juge qui était en charge du dossier. C'est qui ce juge ? Alors ce juge, son nom c'est James Burke, et effectivement il a fait parler de lui à plusieurs reprises, mais déjà parce que la défense lui a demandé de se récuser, chose qu'il a toujours refusé de faire. Comme c'était un procès très tendu, on peut quand même le comprendre, et donc le juge, dans ces cas-là, quand il y a des tensions, c'est au juge en général de trancher. Et il y a eu donc certaines fois où le juge a dû se mettre au milieu de tout ça, et notamment au début du procès, apparemment Weinstein utilisait son téléphone portable au sein du tribunal, chose qui est formellement interdite, mais pas que pour lui, pour tout le monde. Moi je me souviens... si on se faisait voir avec notre téléphone, on se faisait sortir. Éventuellement, on pouvait rentrer, mais je veux dire, si les officiers de la cour pensaient que tu avais pris une photo sur ton téléphone et que la faisait supprimer, etc., c'est vraiment très strict. Et donc, le juge a dit à Weinstein une phrase qui a marqué beaucoup de gens. Il lui a dit « Est-ce que c'est vraiment comme ça que vous voulez vous retrouver derrière les barreaux pour le restant de vos jours ?» Sous-entendu, parce que vous avez utilisé votre téléphone contre les ordres de la cour. Justement, on en vient à un autre point qui a beaucoup intéressé le grand public et qui forcément a centralisé beaucoup d'attention, c'est l'attitude d'Harvey Weinstein à l'audience et son état général, puisqu'on a fait grand cas, notamment, tu l'as mentionné, de son état de santé. Il a l'air négligé et faible, le croyez-vous, titre le Washington Post, qui dénonce une mise en scène. Alors oui, Harvey Weinstein, 67 ans, a subi une opération du dos le mois dernier, mais tout est dans la panoplie, explique le journal, car s'il avait dû se rendre à la cérémonie des Golden
Golden Globes plutôt qu'à son procès. Alors là, on l'aurait vu coiffé, maquillé, avec un corset discret ou alors avec une canne des plus chics. Pour le Washington Post, ça fait partie donc de la stratégie. Susciter la pitié autour de ce puissant déchu et pathétique. On entend déjà l'argument de cette défense. Comment un homme aussi fragile a pu agresser autant de femmes? Comment il était à l'audience, Weinstein? Donc il avait ce déambulateur qu'il utilisait pour marcher. Alors d'après ses avocats, c'est parce qu'il s'était fait opérer du dos et donc il avait des problèmes pour se déplacer. Ça a été vraiment un objet de spéculation, ce déambulateur, mais pendant tout le procès. Certaines personnes pensaient que c'était pour se donner l'air faible. D'autres disaient que c'était non, il en a vraiment besoin, etc. Moi, voilà, comme je te le disais, quand je l'ai vu essayer de marcher sans, il a effectivement trébuché, il a failli tomber. Donc, à la fin d'une journée d'audience, il devenait de plus en plus détendu. Il parlait un peu aux journalistes qui étaient à l'extérieur du tribunal. Parfois, il faisait des blagues ou il riait, ce qui pouvait sembler un peu incongru vu la gravité de l'affaire, quoi, vu la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Personnellement, moi, je garde toujours en tête d'ailleurs sa réaction après le verdict, apprenant qu'il était condamné sur 2 chefs d'accusation. D'après son avocat, Weinstein a donc déclaré son innocence et a demandé comment est-ce que c'est possible que ça se passe en Amérique. Et donc, je garde en tête le contraste de son attitude rieuse parfois au cours du procès et cette réaction apparemment complètement désemparée après le verdict. Je crois qu'il y a 2 attitudes des puissants, soit trop d'orgueil et d'arrogance, soit d'un autre côté, ce qu'on voit avec Weinstein, au contraire, dire qu'on est au-dessus des réalités parce qu'on présente une autre image que celle qu'on a toujours eue. Donc, dans les 2 cas, ce sont des images du mensonge. Et je pense que ça m'a profondément choqué aussi de voir cette image-là, de voir un homme qui a été décrit et qui semble effectivement avoir été particulièrement triomphant, avoir été particulièrement arrogant vis-à-vis d'un nombre considérable de femmes, se présente maintenant comme celui qui est un accusé injustifié. Et donc, cette façon de ne pas accepter de reconnaître ce que l'on est, c'est ce qu'il y a, me semble-t-il, de pire. Qu'au moins, quand on a fait des crimes comme ceux qu'il a commis, au moins que l'on ait la pudeur et la discrétion d'apparaître modeste et non pas d'apparaître triomphant sous les espèces de la victimisation. Beaucoup d'attention a été mise, évidemment, sur Harvey Weinstein, mais celles qui ont saisi vraiment le public et les personnes qui ont pu assister à l'audience, ce sont ces victimes qui sont venues témoigner à l'audience. Est-ce que ça a été un moment décisif, selon toi? Oui, c'était vraiment très, très poignant et très intéressant à regarder et à vivre. Parce que moi, j'ai parlé à certaines de ces femmes et je les ai vues en dehors du tribunal faire leur conférence de presse le premier jour. Et c'était vraiment impressionnant de voir comment le discours des femmes s'est organisé à l'intérieur et à l'extérieur du tribunal. À l'intérieur, on a eu une cohorte de femmes qui ont témoigné. Alors, ce qui est intéressant d'un point de vue technique, c'est que donc les faits reprochés à Weinstein étaient concentrés sur 2 femmes. Mais l'accusation s'est servie d'une loi de l'État de New York qui leur permettait de faire venir d'autres témoins pour rapporter d'autres faits, d'autres histoires, ce qui n'aurait pas été possible dans tous les États. Mais en l'occurrence, la législation le permettait. Donc il y a eu une vraie succession de témoignages très intenses. Il y a eu un jour où l'une des femmes a été prise de sanglots pendant son témoignage et de toute évidence a fait une crise de panique, et au point que le juge a écourté la séance de ce jour-là et l'a remise au lendemain. Et à l'extérieur, donc les femmes se sont organisées, ça s'appelait entre elles les silence breakers, donc les briseuses de silence, qui pour moi est un synonyme assez heureux pour, comme on dit, accusers, les accusatrices. Mais c'est un terme que certaines personnes n'aiment pas trop parce que c'est assez connoté. Et donc, au lieu de ça, elles se sont appelées les briseuses de silence. Et il y a eu une vraie dynamique de soutien entre ces femmes. C'était très important parce que même les femmes qui ne témoignaient pas au tribunal, elles avaient leurs propres accusations contre Weinstein et ça pouvait être assez traumatisant pour elles de suivre ce procès. Et donc, c'était très important de pouvoir compter sur cette solidarité. Et elles amplifiaient les voix l'une de l'autre et elles parlaient du travail l'une de l'autre, et ça continue à présent. Maintenant, il y a un mouvement
qui s'appelle Hire Survivors, donc ça veut dire embaucher les survivantes, et ça, c'est pour relancer les carrières des femmes qui se sont mises en danger en parlant. C'était vraiment très très important et vraiment pour moi un des aspects les plus poignants de ce procès. Quelle stratégie la défense d'Harvey Weinstein a choisi pour ce premier procès, parce qu'il va sans doute y en avoir d'autres? Alors la stratégie de la défense, c'était très clairement de remettre en cause la crédibilité des femmes. Notamment, oui, mais vous dites qu'il vous a agressé, mais vous lui avez envoyé des emails sympathiques. Mais vous avez continué à le voir, etc. Et l'accusation a anticipé cette stratégie et a notamment fait témoigner une psychiatre qui s'appelle Barbara Ziv, qui est spécialiste des violences sexuelles et de leurs effets, et qui a expliqué certaines choses au jury, notamment, en fait, il est très commun pour les victimes de violences sexuelles de rester en contact avec la personne qui les a attaquées. Pour moi, c'était l'avantage, entre guillemets, de ce procès, c'est-à-dire que c'était douloureux et dur la plupart des jours, mais au moins ça a permis d'avoir une espèce de conversation dans le domaine public sur la réalité des violences sexuelles et de leurs effets. Moi, je sais que j'avais parlé à une psychologue qui travaille avec des patientes qui ont, par exemple, le syndrome de stress post-traumatique à cause de violences sexuelles qu'elles ont subies. Donc c'est une psychologue qui n'est pas du tout intervenue pendant le procès, mais je l'avais interviewée en tant qu'experte, et elle m'avait expliqué, et c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, que les effets même du traumatisme sont les éléments qu'on utilise parfois à l'intérieur d'un tribunal pour décrédibiliser quelqu'un qui dit avoir été victime de violences sexuelles. Donc par exemple, le syndrome du stress post-traumatique affecte la mémoire et fait par exemple que quelqu'un ne va pas pouvoir se souvenir de tous les détails d'une attaque. Et ça, c'est utilisé parfois. Oh, mais vous dites que votre agresseur portait un pull rouge et en fait c'était un pull bleu. Et une espèce de cercle vicieux comme ça qui se referme autour des personnes qui prennent la parole. Et c'était un aspect vraiment capital à communiquer pour moi au public et même au jury par l'intermédiaire donc de cette psychiatre que l'accusation a fait témoigner. Jury qui visiblement a entendu ces arguments puisqu'ils ont décidé de condamner Harvey Weinstein. Comment ça s'est passé ce jour-là, les derniers instants de ce procès? Quelle ambiance il y avait dans la salle? Moi, je n'étais pas dans la salle ce jour-là, tout simplement parce qu'on ne savait pas quand le verdict allait arriver. En fait, ce qui s'est passé, donc le procès se termine. Il y a ce qu'on appelle les closing arguments, les arguments de fermeture, pour le traduire grossièrement. Et ensuite, le jury délibère. Et alors, le jury peut délibérer 3 heures comme 3 semaines. Et on ne peut jamais savoir quand ça va tomber. Donc, c'était, en l'occurrence, ça leur a pris, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à délibérer, un mardi, et ils ont rendu leur verdict un lundi. Le vendredi qui a précédé le verdict, le jury a posé une question très intéressante au juge, parce que pendant les délibérations, le jury peut poser des questions au juge. Et le jury donne des petites notes au juge, etc. Et ces notes sont très analysées parce que c'est le seul... Évidemment, le jury ne parle pas aux médias pendant que le procès est en cours. Ces notes sont les seules façons de pouvoir avoir une espèce d'impression par rapport à ce qui se passe du côté du jury. Et ce vendredi-là, avant le verdict, le jury a posé une question très intéressante. C'est-à-dire que Weinstein était accusé d'avoir agressé sexuellement une femme en 2006 et d'avoir violé une autre femme en 2013. Et ça se traduisait d'un point de vue juridique par 5 chefs d'accusation différents. Et le jury a demandé au juge, est-ce qu'on peut ne pas rendre de décision sur 2 de ces chefs d'accusation. Et c'était les 2 plus graves. Et donc ça sous-entendait que le jury envisageait de condamner Weinstein sur au moins l'un des chefs d'accusation. Et c'est ce qui s'est passé donc le lundi suivant. Le 24 février, le jury a condamné Harvey Weinstein pour un compte de ce qu'on appelle un acte sexuel criminel et un compte de viol au 3e degré. Après le verdict, il y a eu une conférence de presse par téléphone avec donc tout un groupe de silence breakers, de ces briseuses de silence, qui sont toutes des femmes qui ont porté public leurs propres accusations contre Weinstein, mais il n'y a pas eu de cas juridique pour diverses raisons, parce que le dépôt de plainte n'était pas possible, le délai de prescription est passé, ce genre de choses. Et je veux dire, ce qui m'a vraiment marqué, moi, en tant que journaliste, c'était
la portée émotionnelle de ce verdict, pour elles, ça définissait toute l'histoire de leur vie. C'était d'une importance capitale pour elles. C'était vraiment une espèce ça changeait toute la perspective de leur ressenti. L'une d'entre elles, Caitlin Delaney, qui est une actrice qu'on a pu voir dans certaines séries, notamment Urgence, a dit, c'est comme si, après le verdict, c'est comme si le ciel était bleu à nouveau. Et c'était impossible de ne pas ressentir une certaine émotion à plusieurs étapes de ce procès. D'abord quand on ne savait pas comment ça allait se finir, et puis après le verdict, il y avait une énorme charge personnelle pour plein de gens. Et Weinstein, qui a entre-temps passé toute la pandémie à la prison de Wende dans l'État de New York, pourrait avoir à rendre de nouveau des comptes à la justice, en Californie cette fois-ci, puisqu'il a été inculpé à Los Angeles de 2 autres agressions sexuelles commises en 2013. Merci à Clémence Michalon pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.